Notre dernier invité, j'ai découvert son histoire par un ami commun. En fait, il a posté une histoire sur Facebook et cet ami m'a dit « Tu devrais aller lire cette histoire, ça devrait t'intéresser ». Et effectivement, en la lisant, j'ai eu un déclic. Je me suis dit « Il faut que cette personne vienne à la veillée pour raconter son histoire ». Et il se trouve que c'est une histoire qui donne lieu à une première dans l'histoire de la veillée. C'est une histoire un peu particulière et vous allez comprendre pourquoi. Merci d'applaudir très fort Luc. Bonsoir à tous. Alors, je suis né en 1967 d'un papa qui, lui, est né en 1929 et qui s'appelait, parce que malheureusement il nous a quittés, qui s'appelait Roger Isaac Brunswick. Bon, il était juif, il a traversé la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, mon père fait partie d'une génération qui ne vient pas raconter sa vie à la veillée. Et en fait, une génération qui ne raconte même pas sa vie à ses enfants. J'ai pratiquement passé toute ma vie en ignorant justement comment mon père avait vécu la Shoah. Je savais très peu de choses à ce sujet. Je savais qu'il était né en Alsace, que son père était marchand de bestiaux, que son père et son frère avaient été raflés, que mon père avait échappé de justesse avec sa mère à cette rafle. Il était en train de se promener et des voisins les ont récupérés vraiment in extremis alors qu'ils étaient en train de rentrer et au moment où mon grand-père et mon oncle étaient arrêtés par la Gestapo. Tout ça, ça se passe en 1942. J'ai longtemps pensé en tout cas que tout ça se passait en Alsace. Je savais aussi qu'il avait fini la guerre sous une fausse identité dans une ferme à côté de Montargis. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je savais et je m'illusionnais sur le fait qu'un jour mon père me prenne à part et me raconte tous ces éléments que j'ignorais totalement. Et ça ne s'est pas fait. En 1999, il est mort de la maladie de Charcot. Alors je vous parle de la maladie de Charcot, c'est pas pour vous sensibiliser. La maladie de Charcot, c'est la maladie qui a cloué sur un fauteuil roulant Stephen Hawking toute sa vie. Stephen Hawking, c'est un miraculé. C'est quelqu'un qui a eu la maladie de Charcot, qui a survécu qui a pratiquement vécu 50 ans avec cette maladie, alors que normalement, on y survit une dizaine d'années au mieux. Et mon père a une maladie de Charcot foudroyante. Alors pourquoi je vous parle de sa maladie de Charcot? C'est parce qu'en fait, mon père a toujours souffert du syndrome du survivant. J'ai même une anecdote assez sinistre, puisque ma grand-mère lui a dit « Ton père et ton frère sont morts, tu n'as plus le droit d'être heureux ». Et je vous assure que mon père s'est employé à réaliser le souhait de ma grand-mère. Voilà, donc mon père est parti, je n'ai pas eu les réponses à mes questions, mais comme je suis scénariste de bande dessinée, j'ai eu la bonne ou la mauvaise idée, c'est vous qui le direz, d'écrire une histoire qui justement reprend certains éléments de la vie de mon papa, et j'ai voulu boucher les trous avec de la fiction. C'est une étrange idée, d'autant plus étrange idée que le tome 3, je voulais le consacrer à la mort de mon père. J'étais pas présent au moment de son décès, et j'ai pensé que ça pouvait être bien de vivre sa mort à travers mes personnages et de créer un dialogue entre le personnage qui me représentait dans l'histoire et mon père. Sauf que quand j'ai attaqué ce troisième tome, j'ai fait une colossale et considérable dépression où j'ai pas pu écrire pendant 3 ans. J'ai perdu le dessinateur avec lequel je faisais cette série qui s'appelle La mémoire dans les poches, qui est sortie chez Futuropolis. Et pendant pratiquement 8 ans, moi, j'avais pas le courage de revenir sur cette histoire. Mon copain, dans la panique, il a pris tout le boulot qu'il pouvait prendre et en fait, il était complètement bouqué. Et au bout de donc 8 ans, il a trouvé un moment pour terminer notre histoire.
Et on a sorti enfin notre tome 3 et ça a donné lieu à plein de choses. Déjà, c'était un grand soulagement d'arriver au bout de cette expérience très personnelle. Et j'ai été invité par un collège de Montargis. Alors j'étais surpris parce que justement dans la mémoire dans les poches, j'indiquais qu'une partie de mon histoire se situait à Montargis. Et donc un lycée, le lycée en forêt de Montargis, m'invite à venir parler de la mémoire dans les poches devant ses élèves qui justement étaient en train de faire un devoir de mémoire par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Et donc, mon histoire pourrait s'arrêter là, sauf que 15 jours après l'invitation du lycée en forêt, que je devais revoir plusieurs mois après, hein. Donc 15 jours après leur invitation, je reçois un mail. Je laisse la personne qui m'a envoyé le mail vous raconter pourquoi elle m'a envoyé ce mail. Elle s'appelle Audrey. Et c'est pour ça que c'est une première. Parce que c'est la première fois qu'on a une histoire de la veillée qui est racontée par 2 personnes qui ont vécu chacune une facette de cette histoire. Donc moi, je m'appelle Audrey. J'ai grandi avec les histoires de famille. J'ai un grand-père qui était résistant et déporté pendant la guerre. Donc du coup, toutes les valeurs familiales, on avait plusieurs morceaux et qui m'ont toujours intriguée. Et moi, mon histoire, elle commence en 2013, où par hasard, je tape son nom sur Internet. Et là, je découvre en fait la lettre, un courrier du fils d'un agent secret britannique qui voudrait écrire un livre sur son père et retracer un petit peu son histoire. Et il met « Mon père s'est fait arrêter par la Gestapo à telle date. Il a monté un réseau du côté de Montargis et 4 braves hommes, et il cite mon grand-père, se sont fait arrêter 3 jours plus tard. Et c'est l'histoire de ces 4 braves hommes que j'aimerais connaître. » Et là, je tombe dessus, je vois le nom de mon grand-père qui est décédé en 89, donc je l'ai connu. J'avais 9 ans. Je suis un petit peu perturbée à découvrir tout ça. Ma grand-mère est toujours vivante. En 2013, elle a 93 ans. Je mets du temps un petit peu à connecter. Je suis en relation avec ce fils d'agent secret britannique. Enfin, je commence à rentrer dans une histoire un petit peu farfelue. Et je décide d'aller interroger ma grand-mère. Pour connaître un petit peu. Donc, je savais que je faisais appel à sa mémoire à une période quand même compliquée. Puisque mon grand-père, donc, quand il s'est fait arrêter, elle était enceinte et elle avait déjà une petite fille. Et je décide donc d'y aller, de l'interroger. Je demande à tous mes membres de la famille si j'ai le droit, si je peux. Tout le monde me dit OK. Et je me souviendrai toujours, je vais chez ma grand-mère et elle est assise à table dans la cuisine et elle m'attend et elle me dit « Ah, enfin, l'histoire intéresse quelqu'un dans la famille ». Alors je lui dis, on est quand même super nombreux, elle est arrière-grand-mère. Je fais, si, tout le monde est avec moi, mais c'est compliqué de te demander de faire appel à tes souvenirs. Elle me parle donc de plein de choses, surtout les aventures de mon grand-père, ça pourrait être un autre sujet. Et elle me parle toujours de cette famille qu'elle a aidée, une maman et un garçon, Brunvik, quelque chose comme ça, qu'elle a aidé, qu'elle a caché. Dont elle a fait les faux papiers et qu'elle a aidé à s'enfuir. Voilà, c'est tout ce que je sais. Et je me suis dit, je m'intéressais à mon grand-père résistant, je me suis dit, elle est toujours là. Je veux connaître l'histoire de ces gens-là qu'elle a aidés. Donc ça, c'était l'enregistrement, date de 2014. J'ai fait des recherches, je suis allée au mémorial de la Shoah, j'ai enfin trouvé le bon orthographe de Brunvik. J'ai le lien de toute la famille. Je sais qu'au mémorial de la Shoah, quand j'ai les actes de décès, la maman a récupéré l'acte de décès, donc fin de la guerre, elle était vivante. Je trouve plein d'informations. Je trouve également une plaque où il parle de Raymond Brunvik. Donc j'ai vraiment tout le monde. J'ai le père, le nom du père, la mère, l'histoire. Enfin, ma grand-mère me raconte ce qui s'est passé, etc. Mais je veux la suite. Je tape Brunvik, je sais pas, Brunvik, sur Facebook, et là, il y a toute une série. Et en 2018... Oui, alors je précise que dans le fait que mon père ne nous parlait pas beaucoup, on était convaincus avec mon frère d'être les derniers Brunswick de la Terre. Et en fait, en découvrant Facebook et en tapant notre nom, on a découvert que des Brunswick, il y en a un petit peu partout. Donc ça me prend un temps fou, et un jour, je retape ce nom, et je tombe sur un site de généalogie où là je vois Roger Brunvik, marié à Yolande Faki,
qui ont 2 fils, mais sans avoir les noms. Je me suis dit, ok, donc je vais taper Faki sur Facebook. Si j'en ai moins, je vais essayer d'aller dans les amis. Si les amis, il y a des Brunvik, c'est au moins la famille. Enfin, je vais trouver. Et effectivement, je tape Faki sur Facebook. J'en ai 6. Alors qu'il y avait à peu près 2000, 3000 autres. Sur les 6, je choisis Audrey. Elle a le même prénom que moi. Je clique Audrey Faki. Et vous connaissez Facebook. Des fois, on peut bloquer les amis. Et là, non, je peux voir ses amis. Et là, dans ses amis, je vois 2 noms. Yves Brunvik et Luc Brunvik. Et là, du coup, avec la photo, je choisis d'écrire à Luc. Et là, je balance mon histoire. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Désolée de vous déranger. Je ne sais pas si ça vous concerne ou pas. Si vous êtes le petit-fils de Camille Charles Brunvik et de Martha Estein. Mais voilà, je fais des recherches. Excusez-moi du dérangement, vraiment, si vous n'êtes pas concerné. Et je lance. Et je suis de l'autre côté. Et franchement, quand vous avez passé toute votre vie, enfin, une bonne partie de votre vie dans le flou de l'histoire familiale, où justement il y a une espèce de béance absolument totale, en fait, Audrey, en quoi? On a discuté pendant 2 heures. Ouais. En 2 heures, elle a bouché tous les trous de l'histoire familiale. Alors, tu peux raconter ce que tu m'as appris? Donc, ma grand-mère, donc je savais que le grand-père et l'oncle aîné, donc il faudrait que je dise les prénoms. Donc, il y avait Camille Charles le papa, Martha la maman, Raymond l'aîné et Roger le cadet. Et Raymond et le papa se sont fait arrêter par la Gestapo et sont décédés, se sont fait rafler et sont décédés à Auschwitz. Et mes grands-parents, qui avaient une maison, ont récupéré la maman et le cadet, ont loué toute une partie de la maison. Il y avait un toit, il y avait une entrée un petit peu privée. Donc, les avaient un petit peu cachés, logés. Je pense qu'ils devaient certainement verser un loyer. Enfin, tout le monde se débrouillait comme pouvait. Mais mon grand-père aussi, il était dans un réseau assez important. Il faisait pas mal de choses. Et il faisait également des faux papiers. Et ma grand-mère, du coup, me raconte toute l'histoire. Bah oui, on les a hébergés, mais à un moment donné, les Allemands, on sentait que c'était un petit peu compliqué. Donc, on avait des cartes blanches, on leur a fait des fausses cartes d'identité, on a changé le lien parenté, on a déguisé le garçon qui avait 15 ans en fille, on a payé un taxi, puisque mon arrière-grand-père, en plus, était chauffeur de taxi, donc il doit avoir les réseaux. On a payé un taxi, et après, on les a fait... ils sont partis. Et je sais juste qu'après la guerre, ils sont revenus. Donc la fausse carte que Luc m'envoie, je cherchais, et Luc m'envoie la fausse carte d'identité de sa grand-mère. C'est une folie, parce qu'en fait, on voit... Alors donc, ils ont inventé un faux nom à ma grand-mère, et on voit que, hésitante, elle a déjà écrit le nom au crayon de papier, et qu'elle est repassée à l'encre dessus. Mais à l'époque, ça marchait. Donc du coup, je raconte toute mon histoire à Luc et je lui dis, mais en plus, je sais qu'il y a une plaque à Montargis où il y a le nom de ton oncle Raymond. Il y a même eu un poème, mais ça je ne le retrouve pas, mais il y a une plaque, mais je ne me souviens plus où elle est. Voilà, et j'ai un ami qui est dessinateur qui habite à Montargis. Et donc, je prends contact avec lui, je lui dis par hasard, tu saurais pas où sont les plaques commémoratives dans ta ville? Il me dit non, j'en sais rien, je vais demander à un collègue qui est professeur justement au lycée en Forêt qui m'avait invité pour parler de la mémoire dans les poches. Eh bien, il se trouve que la plaque se trouve exactement au-dessus de l'entrée du lycée en Forêt. C'est-à-dire qu'ils m'ont invité, alors tous les jours ils voient le nom Brunschwig au-dessus de leur entrée, ils m'ont invité pour parler de la Shoah sans savoir que j'étais un des descendants de la personne dont le nom était écrit au-dessus de leur porte. Et du coup, Luc me parle de son métier dans la BD, donc j'achète Mémoire dans la poche. Je lui dis, je suis désolée, moi c'est pas du tout un domaine que je connais. Du coup, on arrive un petit peu à avoir plein d'informations. On échange pendant tout le temps, en fait. On a toujours échangé, faire connaissance. Du vous à moi, on va se dire tu, voici, etc. Je suis ravie. Moi, personnellement, j'étais ravie puisque j'ai retrouvé Luc en février 2018 et j'ai eu le temps de dire à ma grand-mère, voilà ce que les gens que tu as aidés, voilà ce qu'ils sont devenus. J'ai les nouvelles de leurs enfants. Et elle est partie, nous a quittés en juillet 2018. Donc, je suis très contente d'avoir réussi cette mission, ma mission que je m'étais donnée. Et j'enchaîne. Vas-y. Et en 2019, donc ça fait un an qu'on discute, qu'on papote, qu'on fait connaissance. On ne parle pas que
On parle de tout. De tout, mais pas que de la Shoah, tout ça. Et c'est sûr. Et moi, j'ai un commerce, j'ai une boutique en banlieue parisienne. Une boutique de cadeaux à Fontenay-sous-Bois. Et ça m'arrive souvent, quand mes voisins ne sont pas là, je récupère leurs colis. Ça arrive souvent, ils sont clients. Tiens, c'est pas grave, s'il n'est pas très gros, je te dépanne, etc. Et un jour, j'ai mon voisin à qui je prends les colis, qui est client. Il me dit quand même, Audrey, c'est quand même dingue. Tu récupères nos colis, on ne se connaît pas, on a juste un contact de voisinage. Viens boire le café. Donc, je dis, allez, chiche, je viens boire le café. Et là, je découvre aussi qu'ils sont dans le milieu de la BD. Mais en plus, voilà, à un niveau. Je fais là, je suis vraiment désolée, j'y connais vraiment rien en BD. Mais c'est marrant. Ça fait 1 an que je corresponds avec quelqu'un qui est dans la BD, qui est assez connu. Je ne sais pas si vous connaissez Luc Brunvig. Brunschwig, toujours. Brunschwig, j'arriverai pas. Oh, J'arrive pas. Non, mais bon. Et du coup, mes voisins me disent, on le connaît de réputation. Mais quand même, ce qui est fou, c'est que nous, on connaît bien son frère puisque c'est notre comptable. Et là, Alors, il faut savoir que mon frère habite pas du tout dans la région parisienne. Hein. Il habite à Strasbourg, justement. Et là, en une fraction de seconde, je me fais le film à l'envers. Je me dis, pendant 4 ans, je cherche les descendants d'un garçon. Je vais au mémorial de la Shoah, je fais plein de recherches généalogiques, etc. Et là, je vais boire le café chez mes voisins et ils me disent que c'est leur comptable. Ça, c'était fou. Voilà. Et, tout ça pour dire que si la famille d'Audrey n'avait pas aidé la mienne, on ne serait pas là pour en discuter ce soir. Et il faut savoir que depuis 5 ans, on discute, mais c'est aujourd'hui qu'on s'est rencontrés pour la première fois.